Elle s'appelait Alaïs. Son histoire est tragique, ignoble. C'est une histoire qui pourrait desservir la cause que j'entends défendre, mais c'est une réalité qu'il serait bien trop hypocrite d'ignorer. Une réalité qui aurait pu être évitée si les travailleurs et travailleuses du sexe n'étaient pas profondément discriminés. Elle s'appelait Alaïs. À l'âge de 16 ans, elle quitte le domicile familial et commence à se prostituer. Elle et son amie Lola sont exploitées par le même proxénète, un homme violent et déjà condamné 15 fois en 32 ans. Il les insulte constamment, les frappe, les menace de mort, sans jamais qu'elle ne voie la couleur de l'argent pour lequel elle travaille. Alors, à l'âge de 18 ans, Alaïs décide de s'éloigner de son réseau afin de se lancer de manière indépendante à Montpellier. À 19 ans, son ancien proxénète la retrouve. Il l'étrangle, la frappe, la torture jusqu'à ce qu'elle avoue où elle cachait l'argent. Et puis il la tue. Ce n'est pas la seule, pas la première, pas la dernière. J'aimerais vous donner des chiffres, des statistiques, vous choquer à coups de pourcentage, mais le pire, c'est que je ne peux pas. Parce que les enquêtes fiables sont quasi inexistantes pour la simple et bonne raison que les travailleurs et travailleuses du sexe sont invisibles. On les force à l'être. On les force à se retrancher dans des ruelles sombres et des appartements miteux, dans des hôtels où il y a autant d'empathie à l'accueil que de sécurité, dans des cartels, des trafics, des maisons closes où on leur promet de les protéger pour au final s'assurer qu'elles n'aient jamais la possibilité de partir. Chers abolitionnistes, chers confrères, chers protecteurs de la sacralité du corps humain, vous voulez que plus jamais personne ne s'oblige à offrir son corps pour survivre, alors il faut leur en donner les moyens. Le travail du sexe n'est pas de l'argent facile, il n'y a rien de facile là-dedans, c'est de l'argent accessible. Mesdames, Messieurs, en France, un culte du corps émerge avec l'article 16-1 du Code civil qui pose la non-patrimonialité du corps humain et de ses produits comme déclinaison de la dignité humaine. C'est souvent le premier argument qu'on avance pour criminaliser le travail du sexe. On ne peut pas vendre son corps. Pourtant, le travailleur du sexe ne détache ni un organe ni un produit de son corps pour l'individualiser et le commercialiser. Il propose simplement une prestation, un service, et il se trouve que pour effectuer ce service, il doit utiliser son corps, comme au final dans tout travail. Oui, mais la précarité, leur travail est forcé vu qu'elles travaillent pour survivre, comme nous tous. Allez demander à l'étudiant d'à peine 18 ans qui fait un 35 heures chez McDo s'il fait ça par passion. La Cour européenne des droits de l'homme a toujours refusé d'assimiler la contrainte économique à un vice du consentement, et ce depuis 2007. Alors pourquoi est-ce qu'un travailleur du sexe serait immédiatement forcé face à un client simplement parce qu'il est précaire ? Parce qu'il y aurait usage de menaces, de contraintes, de violences, de manœuvres dolosives ? Ah, donc des infractions qui existent déjà dans le code pénal. Le client, la force, c'est un viol ou une agression sexuelle. L'employeur, la force, c'est de la traite d'êtres humains ou du travail forcé, ou même de la réduction à l'esclavage, les qualifications ne manquent pas. Le travail du sexe a donc été historiquement pénalisé, puis légèrement dépénalisé, pour enfin atteindre l'apogée de l'hypocrisie avec la loi du 13 avril 2016. On ne punit pas les travailleurs, non, ce sont des victimes, mais on punit tout le monde autour. On punit le client, qui ne cessera pas d'avoir recours à la prostitution, mais imposera tout simplement ses conditions pour ne pas se faire attraper. Et comme si cela ne suffisait pas, la loi considère comme proxénète celui qui fait l'une des actions suivantes, et écoutez bien. Aider, assister, protéger la prostitution d'une personne, même sans en tirer profit. Même sans en tirer profit. Le simple fait d'aider une personne à exercer son métier de manière sécurisée est incriminé.
Donc les militants qui organisent des ateliers de prévention dans les maisons closes, s'ils ne sont pas habilités à le faire, peuvent être accusés de proxénétisme. Les proches de travailleurs et travailleuses du sexe qui fournissent des locaux propres et sécurisés, qui se mettent à leur disposition pour leur venir en aide en cas de problème, peuvent être accusés de proxénétisme. Plus encore, l'article 225-6 du Code pénal incrimine même le fait de vivre avec un prostitué sans pouvoir justifier des ressources de son train de vie. Les familles, les partenaires, les enfants des travailleurs et travailleuses du sexe peuvent être accusés de proxénétisme simplement parce qu'ils vivent sous le même toit. C'est une violation claire et assumée du droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La loi entrave même leur droit au logement, mesdames et messieurs, en créant une infraction de tenancier d'un lieu de prostitution qui vise notamment les bailleurs louant des locaux avec la connaissance des activités de prostitution qui s'y déroulent. Ainsi, il n'y a aucun monde où un travailleur ou une travailleuse du sexe pourrait déclarer honnêtement ses revenus à son bailleur s'il espère avoir un logement. Le droit pénal n'a rien à faire dans l'encadrement du travail du sexe. C'est complètement fou qu'on vienne prétendre aider des victimes pour au final sortir un texte qui ne fait que favoriser leur isolement et donc leur exploitation. Les travailleurs et travailleuses du sexe n'ont pas arrêté d'être volés, escroqués, exploités, agressés, tués, ni en 2016, ni en 2020, ni en 2024. Alaïs et bien d'autres en sont la preuve. Mesdames et messieurs, vous savez ce que le Conseil constitutionnel a répondu lorsque les travailleurs du sexe ont tenté de contester cette loi ? QPC de 2019, je cite, « Le législateur a entendu, en privant le proxénétisme de sources de profit, lutter contre cette activité et contre la traite d'êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, activité criminelle fondée sur la contrainte et l'asservissement de l'être humain. » Encore et toujours cette confusion entre le travail du sexe et les violences envers les travailleurs du sexe. Et sans jamais chercher à démontrer cette violence. Dans ce cas, interdisons le sexe de peur qu'il y ait des viols, interdisons le travail de peur qu'il y ait de l'esclavage, soyons fous, faisons de la répression le principe, la preuve une option et soyons tous présumés coupables. Le Conseil constitutionnel justifie cette décision par le fait que dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite. Dans leur très grande majorité, les femmes sont victimes d'abus et pourtant ça n'a jamais empêché personne de crier à la présomption d'innocence pour les accuser. Au final, on ne croit ni les femmes consentantes, ni celles qui ne le sont pas. Et c'est cet esprit de pure contradiction qui est systématiquement opposé à l'autonomie corporelle des femmes. Tu as été violée ? Prouve que tu ne le voulais pas. Tu es volontairement travailleuse du sexe ? Pas besoin de prouver quoi que ce soit, on va considérer que tu ne le voulais pas. Les arguments du Conseil constitutionnel ne prennent pas en compte la différence entre un métier et une infraction. C'est tout le problème pour un organe qui se veut protecteur de la clarté et de la lisibilité de la loi. Les travailleurs du sexe ne souffrent pas toujours de la nature de leur travail, en revanche, ils souffrent toujours des conditions dans lesquelles ils travaillent. Alors avant de s'interroger sur la sincérité de leur orientation professionnelle, il serait peut-être opportun de protéger leur droit à la vie, l'exercice de leur métier sans discrimination, un encadrement sérieux et effectif de leur profession par le droit du travail. Si on leur permet d'avoir une protection légale, si on leur permet d'accéder à un statut de travailleur indépendant, il est possible d'arriver à terme à une disparition du proxénétisme abusif à proprement parler. Et en attendant, en guise de transition, parce que tout ne se fait pas en un jour, forçons les proxénètes à exercer de manière publique, visible et contrôlée en tant qu'employeurs. Ainsi, ils seront contrôlés par l'inspection du travail qui s'assurera du respect des normes de sécurité et d'hygiène, de la rémunération juste des employés, de l'absence de vices dans les contrats. C'est aussi simple que cela et ça a déjà été fait ailleurs. L'année dernière, la Belgique a conféré aux travailleurs du sexe des droits identiques à ceux des autres travailleurs,
mais avec des garanties supplémentaires en termes de temps de travail, de rémunération, de sécurité, comme par exemple tout simplement le droit de refuser un client, ou encore l'obligation d'équiper toutes les salles d'un bouton d'urgence. Mesdames, messieurs, vous me direz certainement, c'est utopiste, impossible, il y a trop de questions à traiter. Comment va-t-on faire pour éviter les dérives? Et si on passait à côté de quelque chose d'important? Et à cela, je vous répondrai, et alors? Notre droit n'a jamais été parfait. C'est en faisant des erreurs, en constatant les lacunes dans les procès, en se faisant critiquer et commenter encore et encore par la doctrine, que nous en sommes arrivés à construire notre droit actuel à coup de réformes et d'abrogations. Il est encore imparfait, parfois trop complexe, parfois incompréhensible, mais la complexité n'est pas un argument, elle ne l'a jamais été. En revanche, la réalité, l'urgence actuelle, n'est pas celle d'avoir un droit parfait. C'est le fait que les travailleurs et travailleuses du sexe sont les grands oubliés du droit français. Les seuls qu'on prive de tout moyen de protection chaque fois qu'on tente de les protéger. Ne les laissez pas le rester.